C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette table ronde sur un thème qui est cher à la Maïf, transcender ses fragilités à travers l'art et le sport. Nous savons combien les fragilités, qu'elles soient personnelles, sociales ou physiques, peuvent être source de doutes, mais également de transformation. L'art et le sport, ces deux langages universels, sont des outils puissants pour dépasser nos limites, révéler notre potentiel, mais surtout créer du lien. À la Maïf, nous croyons fermement en cette vision. Notre engagement va bien au-delà de l'assurance. Nous œuvrons chaque jour pour promouvoir une société plus inclusive, plus solidaire, où chacun peut trouver sa place et s'épanouir malgré ou peut-être grâce à ses fragilités. Cet engagement prend racine dans notre conviction que la solidarité et l'entraide peuvent transformer durablement des parcours de vie. C'est pourquoi nous soutenons activement des initiatives et accompagnons des acteurs comme Mélioris, le Foyer de Villers-Genêt et l'association Arrosé. J'en profite pour remercier M. Walter Garcia, directeur du Foyer de Villers-Genêt, et son équipe pour faire naître autant de sourires et de joie. Notre association Arrosé a été fondée en 2006. Elle a été créée pour faire reconnaître le talent et la créativité des artistes du Foyer des Genêts. Nous valorisons le travail de chacun en mettant en lumière chacune des créations. Nous organisons des expositions et des manifestations. Nous ouvrons les portes vers l'extérieur, permettant aux résidents de partager leur art avec un public plus large. Ces événements ne sont pas seulement des occasions de mettre en lumière leur talent, mais aussi des moments précieux pour tisser des liens, échanger et sensibiliser. Avant de poursuivre, je souhaite moi aussi remercier la Maïf qui a tout de suite adhéré à notre projet. C'est la deuxième fois qu'on fait une opération comme ceci, une exposition comme ceci. Donc ce projet d'organisation d'une table ronde sur le thème « Dépasser ses fragilités à travers l'art et le sport » et bien sûr de l'exposition. Merci plus particulièrement à l'équipe militante pour sa collaboration et au service de la Maïf qui nous ont facilité la tâche. Évidemment, je n'oublie pas la direction et les salariés du foyer qui nous ont soutenus et aidés dans ce projet. Un grand merci à nos trois intervenants. Je les remercie avant qu'ils commencent, mais ça va leur faire du bien. Donc Stéphanie, Magali et Sébastien, pour votre participation, sans oublier notre animateur préféré, Jean-Louis. Grâce à vos échanges, nous allons découvrir comment on se sert de l'art et du sport pour retrouver une meilleure santé et par conséquent du bien-être. Effectivement, Jean-Jacques, cette table ronde nous offre une opportunité précieuse. Réfléchir ensemble, partager des expériences et démontrer qu'il est possible de transcender les épreuves par des moyens aussi puissants qu'un pinceau, une scène de théâtre ou un terrain de sport. Je tiens moi aussi à remercier les intervenants pour leur disponibilité et leur engagement, ainsi que vous, chers participants, pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Ensemble, nous allons explorer comment ces pratiques peuvent non seulement aider à dépasser nos fragilités, mais aussi à en faire des forces. À la suite de la table ronde, nous vous invitons à venir découvrir l'exposition. Les artistes seront heureux de vous présenter leurs créations et les membres d'Arrosé, que vous reconnaîtrez avec un petit badge, seront aussi à votre disposition pour échanger. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Eh bien, bonsoir tout le monde et merci d'être présents aussi nombreux ce soir. C'est vraiment très agréable pour nous. Je suis Jean-Louis Crémont, je suis référent handicap à la Maïf et à ce titre, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde avec Stéphanie Boucher, qui est... Bonsoir Stéphanie, vous êtes psychologue clinicienne libérale. Également, bonsoir Magali Fabre, vous êtes de votre côté art thérapeute. Et puis Sébastien Guittard, vous êtes président du comité départemental handisport. Je crois que vous êtes aussi une figure renommée sur le territoire. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être là ce soir. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aurais envie de vous faire réagir sur l'un des éléments de notre thématique du soir, et notamment de vous demander d'expliquer votre vision de ce que peut être l'art. Stéphanie, par exemple.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous. Alors, j'ai envie de vous proposer plutôt une réflexion, puisque finalement, quand on parle d'art, qu'est-ce qu'on évoque à travers ce terme? Est-ce qu'on évoque des domaines particuliers, dans un cadre particulier, avec une population particulière? Ou est-ce que l'art serait davantage lié à la manière dont on va se saisir et dont on va percevoir les choses? Donc, si je suis ma seconde hypothèse, nous pourrions admettre que l'idée, finalement, que l'art n'est ni défini par le domaine ou le média utilisé, ni réservé à une forme d'élite, si je peux le formuler ainsi, mais pourrait concerner tous les domaines et tout le monde. Je fais juste un petit point, vous m'entendez bien? Oui, merci. Donc, il me semble aussi également pertinent de rappeler que l'art n'a pas fondamentalement pour objectif de faire du beau, sociétalement et culturellement parlant. Je pense que l'art peut s'appréhender de différentes manières. Il peut répondre à des normes visuelles, esthétiques, culturelles et sociétales, mais il peut aussi transmettre, sensibiliser, éveiller des émotions, créer du lien, exprimer, communiquer. Bien évidemment, ces deux approches ne sont pas contradictoires et peuvent être complémentaires. Si je devais illustrer mes propos, je dirais que tout le monde a cette capacité de chanter à force de travail et d'entraînement. Pour autant, si je ne m'abuse, tout le monde ne sera pas Johnny Hallyday ou Céline Dion. Donc, quoique, les chansons, c'est à la fin. Donc, effectivement, certains vont avoir ce qu'on appelle des prédispositions, mais on a tous un minima de la créativité en nous, qui est gouvernée par la partie droite de notre cerveau. Et on peut choisir ou non de l'activer en la mettant au travail, en la développant, en s'entraînant. Je prends le parti ce soir avec vous de dire que nous avons tous un artiste qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer à travers notre domaine de prédilection et aussi en fonction de nos capacités innées ou de nos ressources insoupçonnées. Et je crois que parfois, cet artiste en nous se réveillera, se révélera à travers des expériences de vie parfois douloureuses, même si bien entendu, nous ne serons pas tous forcément reconnus sociétalement dans ce statut. Donc l'art, comme je viens de vous le transmettre, renvoie pour moi en tout cas à la notion de créativité, et bien souvent, quand on crée, on transforme. Donc on pourrait presque rapprocher la notion d'artiste à celle de l'alchimiste finalement. D'ailleurs, je me permets de faire un lien avec mon activité professionnelle, puisque quand on amorce une psychanalyse, ou en tout cas un travail thérapeutique, on pourrait dire qu'on devient l'alchimiste de sa propre vie. C'est finalement comment, avec tout mon bagage émotionnel, résultant parfois de mes blessures, de mes traumas, comment en me saisissant de mon histoire, je la transforme en quelque chose d'autre. Donc, comment, avec les mêmes ingrédients de départ, j'obtiens finalement un résultat différent, mais qui deviendra cette fois une plus-value pour moi. Donc, selon moi, l'art et être artiste, c'est vraiment aborder et appréhender les choses différemment, plutôt que de dire que c'est lié à des domaines particuliers ou réservés à une élite, comme je l'avais formulé. Donc, dans ce sens, pour moi, l'art et la créativité peuvent vraiment permettre à chacun de mieux appréhender l'inconstance et les aléas de la vie. Je dirais même presque de trouver une forme de permanence à travers l'impermanence de la vie. Alors, merci Stéphanie. Et certes, peut-être que tout le monde ne peut pas être Johnny Hallyday ou Cunégonde de Dion, peu importe, mais de la même façon, j'imagine qu'on ne peut pas non plus Léon Marchand ou Frédéric Villeroux. Et j'ai envie de vous poser la question à vous, Sébastien. Quand on voit que la façon dont certains pratiquent le sport, qu'ils soient champions ou non, le sport n'est-il pas aussi une forme d'art? Jean-Louis, bonjour tout le monde. Je ne suis pas forcément compétent pour dire ce qu'est l'art. Je pense que c'est un moyen d'expression. Et à ce titre, donc là, dans ces cas-là, comme le sport, c'est là où j'y verrai le lien entre le sport et l'art. Dans le sport, il existe plusieurs pratiques, comme le sport collectif, le sport en duel, le sport de nature, et également les sports d'expression corporelle. En ce sens, oui, donc le sport peut être également considéré comme un art.
Sinon, pour répondre plus particulièrement à votre question, qu'est-ce que le sport pour moi? Je dirais que c'est un outil qui apporte un bienfait physique et psychologique. C'est un moyen de se dépasser, et que l'effort fourni dans la pratique sportive permet d'améliorer sa qualité de vie. Et pour une personne en situation de handicap, de gagner en autonomie. Je pense également que c'est un très bel outil pour l'épanouissement social. Il permet de rencontrer des personnes et de pratiquer une activité commune. Ce qui fait un point commun pour les pratiquants et donc un sujet de conversation possible. Depuis mon plus jeune âge, j'ai pu, grâce au sport, me faire des copains et même me sentir valorisé car on me reconnaissait des qualités. J'ai beaucoup appris grâce au sport, car c'est pour moi une école de la vie. J'y ai appris le respect des règles, de l'autorité, des adversaires. J'ai également appris à perdre et à me relever. Enfant, j'étais très mauvais perdant. Et à force de pratiquer, j'ai réussi à mieux gérer mes émotions. Je me suis découvert l'envie de partager, de transmettre. J'avais beaucoup d'estime pour mes entraîneurs et c'est sûrement pourquoi je me suis engagé bénévolement et m'investis autant dans le milieu associatif. Je pense sincèrement que c'est parce que j'ai côtoyé les stades pendant mon enfance et rencontré des personnes qui m'ont transmis leur passion qu'aujourd'hui j'essaie de rendre à mon tour ce qu'on m'a donné. Alors, ce que j'ai envie de retenir de votre propos, c'est que pour vous, en fait, le sport, comme forme d'art, est aussi un vecteur d'anti-isolement de rencontrer des amis, des gens. Pour moi, oui, c'est vraiment, il y a deux qualités dans la pratique sportive. Il y a le côté physique et psychique, le bien-être de la personne. Et en plus, alors on peut le faire seul, mais sincèrement, je pense que c'est aussi un moyen de rencontrer des gens et de sortir de chez soi. On sait aussi que les personnes ayant un handicap, beaucoup sont très sédentaires et très isolées. Et je dirais que c'est un moyen de pouvoir sortir, rencontrer des personnes pour pratiquer une même activité commune qui normalement aussi crée du lien entre eux. Ouais. J'imagine, Magali, qu'en tant qu'art-thérapeute, vous partagez cela aussi pour ce ressenti, pour ce que peut apporter l'art contre l'isolement. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Déjà, merci de me donner la parole, de nous donner la parole sur ce sujet qui nous tient à cœur. Et je vais essayer de contribuer à notre réflexion de la soirée avec mon expérience et mon avis personnel. Et avant de répondre à la question, je voudrais préciser que l'art, qui peut paraître un peu inaccessible, parfois tu parlais d'élite, Stéphanie, eh bien, par le terme art, j'entends activité créatrice, expression de soi artistique. Voilà. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord avec Sébastien sur la question du lien, l'art et le sport, mais je suis moins compétente pour parler du sport. L'art est un vecteur de socialisation. C'est un liant social. L'art, c'est un peu un lien, un fil tendu entre moi et l'autre. C'est ce lieu entre soi et l'autre. Il démarre dans la sphère personnelle. Imaginez l'artiste qui est en train d'avoir cette gestation de son œuvre, qui va délivrer un message au travers de l'œuvre et qui sera émis vers un autre que soi, qui se laissera toucher ou pas. C'est ainsi que l'art crée du lien. Et il n'y a qu'à voir notre assemblée de ce soir. Nous nous réunissons autour de la question de l'art. C'est quand même bien que l'art crée du lien, que l'art rassemble. Et j'ai envie de vous proposer une petite expérience. Vous voulez bien? Je voudrais vous proposer d'imaginer une société sans art. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Pour mieux imaginer cette absence, ce vide. C'est difficile d'imaginer le manque. L'absence de musique. Le silence. Une société imaginaire, donc sans spectacle, sans cinéma,
sans concert, sans théâtre, sans danse, sans bal donc. Pas de musée, pas de photographie, pas de peinture, pas d'illustration dans les magazines, pas d'images dans les livres d'enfants, pas de chansons d'enfants, pas de sculptures dans les jardins. Alors, que ressentez-vous? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? La mort? Impossible. Le néant. Ça résume bien. Hein? Je vais le refaire. C'est donc bien que l'art est vital, qu'il est essentiel. Et moi, vous voyez, je m'émerveille. Je m'émerveille de penser que l'art existe depuis la préhistoire. L'art est une certaine forme d'art-thérapie par la figure du chaman. Donc, si les hommes ont ressenti si tôt dans l'humanité le besoin de créer, c'est quand même bien qu'ils percevaient que c'était essentiel, non? Mon postulat est que l'art est essentiel à chacun. Et comme tu le disais si bien, Stéphanie, un artiste sommeille en chacun de nous. Et cet art ou cette créativité, qui s'exprime d'ailleurs dans bien d'autres domaines que l'art, hein, cette créativité, elle exprime notre sensibilité, notre singularité, notre humanité. C'est cela qui crée du lien. Ainsi, l'art participe à l'équilibre de la cité et des hommes. Que nous en soyons acteurs ou spectateurs. Et pour cela, je vais chercher une étude, celle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui en 2019 crée une étude qui prouve l'influence positive de l'art sur le bien-être physique et mental. Et pas seulement la pratique d'un art, mais également notre exposition à celui-ci. Au Canada, depuis 2018, les médecins peuvent prescrire des visites au musée, des prescriptions muséales. Il y en a qui connaissent, je vois. Voilà. Et cela s'appuie sur d'autres études anglo-saxonnes, japonaises, qui prouvent l'effet positif de l'exposition répétée à l'art. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'art est bon pour la santé et que l'on peut en abuser. Quand je vois toutes ces œuvres qui nous entourent, je pense qu'effectivement, on peut en abuser. Que ce soit ces dessins, ces portraits, ces fruits, ces pastèques qui se promènent un petit peu partout. Je trouve ça absolument superbe. Superbe, superbe. Donc bravo déjà à tous les artistes qui ont réalisé ces œuvres. Pour aller un petit peu plus loin, Magali, par rapport à... J'ai adoré votre définition de l'art et ce que ça pouvait apporter dans la vie tous les jours. Mais au-delà de ça, en tant qu'art-thérapeute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre activité? Alors, je suis essentiellement art-thérapeute à temps plein partiel pour Mélioris. Plein partiel, il faudrait que je vois ça dans les notions de RH. Pour Mélioris le Grand Feu, en effet. Alors, le Grand Feu, je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas. Le Grand Feu, c'est une structure du groupe Mélioris, c'est ça, qui, au même titre que les Genêts d'ailleurs, qui a une politique culturelle et sociale vraiment... Culture et santé, pardon, oui. Culture et santé vraiment intéressante. Dont nous avons une représentante ici ce soir. Ah, bah en plus, on a cette chance-là, donc merci, madame. Je sais pas où vous Elle êtes. se cache. En tout cas, c'est un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle qui accueille des patients, principalement des adultes, vous me disiez, et que notamment à travers des activités, ça leur permet de reprendre vie, des activités qui peuvent être de tout ordre, grâce aussi à des équipes vraiment pluridisciplinaires. Alors, il y a des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes. Je pense que la liste est très, très longue. Kinésithérapeutes, orthoprothésistes, orthophonistes, voilà. psychologues.
Donc vraiment. Animation, très important, l'animation. Kiné, oui. Vraiment une liste vraiment longue. Et alors, en tant qu'art thérapeute, qu'est-ce que c'est être un art thérapeute? Je vais vous donner ma définition parce qu'il y a autant d'art thérapeutes que de courants d'art thérapie, même plus en fait, puisqu'on se saisit de l'outil et c'est notre humanité qui fait que notre art thérapie est spéciale. Mais je digresse. Donc, l'art thérapie, c'est une thérapie qui utilise l'art pour accompagner les personnes vers le mieux-être. L'art thérapie utilise le processus créatif. Et c'est ce processus qui est soignant et qui est plus important que la recherche esthétique. Mais, je l'avoue, le beau sera la cerise sur le gâteau. Dans mes suivis, nous poursuivons un objectif de bien-être, bien souvent, mais également de confiance en soi, d'estime de soi ou de lâcher prise, par exemple. Donc, les suivis sont encadrés par une stratégie art thérapeutique, si je peux l'exprimer ainsi. Donc, c'est aussi une bonne façon de transcender ses fragilités, ses blessures. Oui, je rejoins le fait que l'art permette de transcender ses fragilités. Et je le constate, je l'observe en tant que professionnelle et je l'ai vécu. Alors, notez au niveau de l'art-thérapie que j'ai pu observer que cela ne fonctionne pas avec tous les patients. Mais les patients qui vont pleinement investir l'espace art thérapeutique, qui vont s'impliquer dans le processus de création, peuvent vivre, et ça c'est eux qui le disent, une forme de renaissance, en lien avec l'alchimie dont tu parlais, Stéphanie. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous pouvez citer des tas d'artistes qui, il nous semble, ont dépassé leur fragilité, leurs blessures physiques ou psychiques au travers de leur art. Je suis sûre que vous avez plein de noms là dans la tête. Non? Jean-Louis Aubert pour la chanson. Van Gogh. Oui. Frida Kahlo, exactement. Frida Kahlo qui était atteinte de poliomyélite, qui a eu un accident de bus, donc elle était atteinte au niveau de la colonne vertébrale. Et vous avez sûrement les images de ses peintures. On voit bien, au travers de son art, la souffrance. Et sans doute que son art lui a permis de trouver refuge, d'oublier un instant la douleur lorsqu'elle créait. Alors, cela ne l'a pas sauvée, ainsi que d'autres artistes auxquels nous pensons. Cela ne l'a pas sauvée. L'art ne sauve pas, mais il permet sans doute d'amoindrir, d'alléger un peu la souffrance et la vie est sans doute un petit peu plus légère avec cet art. Et en plus, c'est un magnifique témoignage puisque cela permet de le communiquer, d'être en lien. Mais encore une petite bonne nouvelle. Tout le monde peut vivre cette transcendance, ce dépassement de soi, grâce à l'art. Ça n'est pas réservé aux artistes connus. L'art est en tout le monde et à tout le monde. C'est une sorte de porte accessible à chaque moment. Il suffit juste d'avoir envie de l'ouvrir. Et d'un point de vue personnel, puisque je vais me mouiller un petit peu, je vais un peu mouiller la chemise, oui, l'art m'a permis de vivre une transformation profonde, de mettre en lumière mes ombres, de transcender mes fragilités pour en faire une force au service des autres. Et puis, créer me permet de partager un peu de ce que je suis et donc de créer du lien. On est à nouveau sur cette notion de créer du lien, comme le disait tout à l'heure Sébastien, par rapport à ce que le sport peut lui apporter. C'est complètement ça. Oui, j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses concernant les propos de Magali. On parle effectivement beaucoup de l'art dans le fait de pouvoir créer du lien à l'autre, mais je crois qu'avant tout, c'est parce que ça recrée du lien avec soi-même qu'on peut justement créer du lien avec l'autre. Et donc, je crois que c'est important aussi de voir que l'art peut permettre vraiment de pouvoir identifier ce qui est à l'œuvre en nous, inconsciemment, à notre insu,
Puisque finalement, l'art permet aussi, c'est aussi une voie d'accès à l'inconscient. Et j'ai envie de vous dire, ce qui nous guide dans la vie, ce qui guide nos choix, nos décisions, c'est notre inconscient, c'est pas notre conscient, contrairement à ce que l'on pense. D'ailleurs, Carl Gustav Jung, qui était médecin psychiatre, formulait cette idée en disant que tant que nous n'aurons pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous y verrons l'œuvre du destin. Donc l'art, ça permet vraiment d'appréhender, d'identifier ce qui est à l'œuvre en nous profondément. Et donc en ça, l'art et le sport permettent vraiment d'exprimer ce qui n'a pas pu ou ce qui ne peut pas être exprimé par les mots. Donc ce serait une forme d'exutoire aussi émotionnel, un défouloir émotionnel, comme les rêves le sont d'ailleurs. Qui n'a pas rêvé de son patron, ou en tout cas de tuer son patron la nuit parce qu'ils étaient en désaccord et qu'il y a eu un gros conflit? Bon, je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous allez tuer votre patron. Par contre, ça vous permet bien évidemment de pouvoir libérer la charge émotionnelle, toute la tension accumulée. Et donc, en ça, le rêve permet vraiment aussi d'être un exutoire émotionnel. Et donc, l'art, le sport sont aussi au service de cela. Donc, forcément, en vous déchargeant sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir activer votre système parasympathique et donc venir réguler votre système nerveux. Donc, pratiquer une activité sportive, pratiquer une activité artistique, ça permet vraiment de venir aussi vous apaiser intérieurement, d'accéder à un espèce d'état méditatif, comme j'aime l'appeler. Pour revenir un petit peu plus sur mes notions psychanalytiques, j'ai envie de rappeler aussi que l'art qui fait appel à notre créativité trouve sa source énergétique dans ce que l'on appelle notre énergie libidinale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est très fortement portée par notre pulsion de vie. Donc notre pulsion de vie, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous permet de nous sentir vivants finalement. Donc, explorer et exprimer sa créativité, ça permet à la fois de se sentir vivant et effectivement, je te rejoins, de pouvoir renaître à soi-même d'une autre manière. Donc, d'ailleurs, je fais le lien avec la notion de procréation, puisqu'on parle de procréation pour donner naissance à un enfant. Donc, j'associe vraiment la créativité, le fait de créer, à finalement la naissance de quelque chose. Donc, là où je te rejoins aussi complètement, Magali, décidément, on est très, très d'accord. Eh bien, je dirais que l'art permet de transcender effectivement ses blessures et ses fragilités en faisant une force. Donc, beaucoup d'artistes, effectivement, ont créé dans des moments de grande souffrance, qu'elles soient psychiques ou physiques. Et donc, ce qui peut nous apparaître lourd ou sombre au moment de la création ou de la réalisation peut se visualiser et se ressentir aussi des fois complètement autrement. Vous avez des œuvres, et peut-être même ici, qui sont très colorées, avec des formes, donc une forme de vie, qui ne vous dit pas que l'artiste, à ce moment-là, s'est saisi d'événements douloureux ou d'émotions lourdes pour créer cette œuvre. Donc finalement, ça nous permet aussi de voir, et c'est ça, transcender. C'est finalement comment se saisir de ce métaux lourd, du métal, transformer le plomb en or, et bien finalement, comment je me sers de mes fragilités, de mes émotions lourdes pour les mettre au service de ma pulsion de vie. Donc, je rejoins vraiment cette idée que c'est toujours du chaos que naissent nos plus grandes forces, car ça nous oblige vraiment à aller chercher en nous, dans nos ressources souvent insoupçonnées, à recréer, à repenser, à nous dépasser, à faire autrement. Et je pense que Sébastien, tu me rejoindras aussi dans ce parcours. D'ailleurs, Georges Braque, qui était peintre, évoquait cette idée en précisant que ce qui est beau dans l'art, c'est lorsque la blessure devient source de lumière. Et je rejoins complètement cette notion. Tout est dualité en nous, mais que faisons-nous de ces apparentes dualités? Nous avons toujours le choix d'en faire des opposés ou des complémentarités. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'existe pas d'ombre sans lumière et inversement. Et je mets au défi quiconque de me trouver de l'ombre quand il n'y a pas de soleil. Si quelqu'un le trouve, je trouverai une autre métaphore.
Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça va ensemble, ça fonctionne ensemble et que ce sont un petit peu des vases communicants. Et donc, quand je vais accueillir mes parts d'ombre, eh bien, je vais aussi nourrir et incarner ma part de lumière. Donc, je pense vraiment qu'il n'existe pas de force sans faiblesse et fragilité qui les sous-tendent. Et en cela, pour moi, je pense que l'art et le sport peuvent vraiment favoriser cette émergence, ce que j'ai tendance à appeler cette forme de transcendance ou de sublimation. Voilà. Merci. Merci Stéphanie. Sébastien, je vous ai vu plusieurs fois acquiescer sur ce que disait Stéphanie. Ça m'amène une question. Est-ce que vous pensez que l'accident qui est à l'origine de votre situation de handicap aujourd'hui vous a en quelque sorte permis d'explorer de vous exprimer aussi sous une forme que vous n'auriez pas pu explorer sinon? Ouais, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que aujourd'hui, ça me dérange un peu. En fait, ça me fait penser à un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui est le mot résilience. J'ai l'impression que, pour moi, il vient trop souvent. En fait, c'est un peu comme si on n'était pas résilient. En fait, on n'était pas fort, quoi. Et moi, j'aime à dire que plutôt que dans la vie, on vit des épreuves. Et je pense juste que en fait, ces épreuves, on les vit le mieux que l'on peut au moment où on les vit. Et c'est pas. Des fois, ça peut être plus ou moins simple. On fait ce qu'on peut, quoi. Et on n'est pas toujours armé pour pouvoir les vivre au moment où on les vit. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention à ça et que je crois on a tendance en fait à minimiser le travail qui est fait pour pouvoir transformer justement cette ombre en lumière en fait. Et donc ouais, mais chacun fait ce qu'il peut comme il peut, quoi. Et ça, je trouve que c'est important. Sinon, moi personnellement, c'est vrai que j'ai eu besoin j'ai utilisé le sport comme outil. J'en ai eu vraiment besoin parce que me retrouvant physiquement atteint, j'ai eu besoin de savoir de quoi j'étais encore capable de faire physiquement. Et donc le sport pour moi était vraiment le meilleur moyen. J'ai fait de la compétition parce qu'en fait j'avais besoin de repères aussi. Les adversaires étaient ces repères, le chrono, et ça c'est vrai que ça m'a aidé aussi à me dépasser. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive ça fait quelques années maintenant que je vis dans cette situation. Et aujourd'hui, je pratique vraiment le sport plutôt pour le bien-être, le physique, essayer de ne pas trop prendre de poids et pour garder mon. En fait, je fais une grosse différence entre être handicapé, que j'assume complètement. Je suis handicapé, c'est comme ça, je le vis plutôt. Mais en même temps, je fais une différence entre justement être handicapé et être autonome. En fait, avoir mon autonomie, et c'est ce qui fait que le fait d'être autonome ou donc je considère que j'ai un petit handicap parce que ça joue pas sur mon autonomie ou très peu. Et donc du coup, j'ai perdu le fil de mon truc, mais c'est pas grave, je vais reprendre. Et donc oui, là où je voulais en venir, c'est que donc je fais une différence entre être handicapé, autonomie, et parce qu'aussi j'ai confondu le fait d'être autonome et le fait d'être autonome, c'est pouvoir être acteur de ses choix, faire ses choix, et que moi plutôt je voyais un lien plutôt avec le fait de pouvoir faire. Et je sais que donc c'est pas forcément le cas. Donc le sport m'a beaucoup apporté dans mon parcours de vie avant mon handicap et plus particulièrement après.
Ce que j'aime aussi, c'est que grâce au sport, en fait, mon handicap a un peu disparu. Quand je côtoie les copains, qu'ils soient sportifs, qu'on soit handicapé ou pas, en fait, ce qu'on valorise, c'est la performance, la compétence de la personne, et non pas le handicap disparaît. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien aussi. On a besoin de ça. Sinon, ce que j'aime aussi, c'est cette ambiguïté qu'on peut avoir avec l'autonomie, le sport et le handicap. C'est que je rencontre tous les jours des personnes qui ont justement une autonomie quand même très, très faible. Certains ont besoin d'aide humaine le matin au lever, pour se laver, pour manger. Et ça, c'est vrai que ça peut être difficile. Et en même temps, en fait, vous l'avez peut-être rencontré depuis septembre, aux Jeux paralympiques, il y a une discipline qui met bien en avant justement le handicap, la dépendance, et pourtant sont des sportifs de haut niveau, c'est des pratiquants de la boccia. Voilà, ça a été mis en Aurélie Aubert, par exemple. Ouais, c'est Aurélie Aubert qui a été médaillée aux Jeux. Mais aussi en France, on a une personne qui est peut-être un peu moins connue parce qu'elle a loupé le coche en fait pendant les Jeux de septembre. Mais on a Sonia Ekel qui est française aussi et qui est atteinte d'une myopathie des ceintures et donc du coup qui n'a plus l'usage de ses membres. Et donc elle pratique dans la catégorie la plus lourdement handicapée de cette catégorie, justement de discipline, pardon, qui est la boccia. Et pourtant, elle est numéro 1 mondiale. Elle est championne d'Europe depuis 2 fois, pour la 2e fois, et a participé aux Jeux de Tokyo et de Paris. Et pourtant, du fait de sa dépendance, parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin d'aide humaine au quotidien pour pouvoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, se laver, se lever, manger. Et pourtant, cette personne, donc voilà, elle a ses performances au niveau sportif. Et je suis convaincu que quand on la croise dans la rue, on peut être amené justement à se dire, bah voilà, la pauvre, comment elle peut s'épanouir dans la vie? Et pourtant, elle s'épanouit c'est une championne sportive. Et ça, je trouve que voilà, j'aime beaucoup cette ambiguïté, ce que ça peut engendrer comme au regard, voilà. Je veux bien rebondir, oui. Je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin notamment sur le sentiment de capacité, se sentir capable de. Tu disais que le sport t'a permis de performer encore dans un groupe. Et donc, du coup, je voudrais parler de ce sentiment d'efficacité personnelle. Nous sommes tous confrontés à des aléas dans la vie, donc confrontés à des pertes. Et lorsqu'il s'agit de handicap ou de maladie, les personnes sont confrontées à de nombreuses pertes. La perte de la santé, déjà, la perte d'un membre parfois, la perte d'une situation professionnelle, tout cela conduisant à la perte d'autonomie. Et cela implique le sentiment de ne plus se sentir capable de, ayant des répercussions sur l'estime de soi. Eh bien, je crois qu'à cet endroit, le sport, comme l'art, peut permettre à la personne, au travers de la création, de se sentir encore capable de. Parce qu'une création, même modeste, peut changer le regard que l'on porte sur soi et peut changer le regard des autres. Et ainsi, la personne peut être amenée à dire, et je l'entends souvent, « Ah, mais en fait, je suis encore capable de faire. » Et je voudrais vous citer l'exemple d'un patient que j'ai vu tout à l'heure, donc il m'a donné son accord pour parler de lui. Nous l'appellerons Monsieur B, parce qu'il adore la Bretagne. Eh bien, cet homme est paralysé, tout son corps est paralysé. Il est privé de la parole. Si vous connaissez le scaphandre et le papillon, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Oui, c'est Jean-Dominique Baudy, je crois, qui a écrit ce super bouquin. Et puis, il y a un film aussi. Eh bien, il communique avec nous à l'aide d'une tablette à commande oculaire. La technologie aide beaucoup.
c'est pas le sujet de ce soir, mais il écrit du coup ce qu'il souhaite nous dire, lettre après lettre, et la tablette le prononce à sa place. Donc quand il commence l'art-thérapie, il n'a jamais peint auparavant, il découvre qu'il peut peindre et le bien-être que ça lui apporte. Alors, les débuts sont un peu laborieux. Il tient le pinceau environ 20 secondes. Et puis, il progresse. Il fait preuve de détermination, de régularité. Et comme il sait que je parle de lui ce soir, je lui ai demandé, tu peux nous écrire un petit mot? Donc, je vais vous le partager. Parce qu'il écrit aussi. La peinture me calme et m'apaise. Je m'évade de mon quotidien. Je peux exprimer ce que je ressens. J'arrive à faire une création tout seul. Je me sens capable. Je me sens utile. Et j'ai repris confiance en moi. Monsieur B fréquente la salle d'art-thérapie depuis 2 ans. Alors, il a fait plus d'une dizaine de toiles maintenant. Elles sont exposées dans sa chambre sous forme d'une mini-exposition. Et alors, il peut montrer ses œuvres à des patients, à des soignants, à des amis, à de la famille, et ça le rend très fier. Et à cet endroit, comme tu le disais, le handicap disparaît. La peinture crée du lien. Et je voudrais, pour conclure, parler absolument de l'importance du travail pluridisciplinaire. Comme je vous le disais, Monsieur B tenait son pinceau, pour ceux qui suivent, combien de secondes? 20 secondes exactement. Eh bien, grâce au travail de ma collègue art-thérapeute qui a fabriqué un embout buccal avec l'imprimante 3D, il peut maintenant tenir jusqu'à 30 minutes en fonction du procédé artistique que l'on a mis en œuvre. Et donc, du coup, il profite plus longtemps. Il m'a dit une fois, j'étais en pleine transe, comment il m'a dit? Hypnotique. Parce qu'il est face à sa toile et il oublie, il s'évade. Donc voilà, donc je tiens à souligner, à remercier les professionnels. Grâce à tous les professionnels, l'art existe auprès des patients. Merci. Merci et bravo Magali. Effectivement, c'est un très très bel exemple. Le temps passe vite et avant de conclure et avant de terminer cette table ronde et avant de vous laisser aussi la parole pour les questions que vous auriez envie de poser à nos intervenants, j'ai envie de vous poser une dernière question et voir à tous les trois. C'est là, on a parlé d'art-thérapie, à la fois en étant entouré de professionnels, mais est-ce que chez soi, tout seul à la maison, on peut aussi, à travers l'art, à travers le sport, combattre nos fragilités et les transcender? Ou est-ce qu'on a besoin d'être encadré par un professionnel? Alors oui, créer, danser, chanter permet de réguler le système nerveux autonome, comme tu le disais, Stéphanie, mais comme une promenade en forêt ou la pratique du yoga. Créer permet de se vider la tête et de reprendre de l'énergie. Et puis, ça permet aussi de créer du lien parce que forcément, on a envie de partager ce qu'on a créé. En somme, l'art a des vertus thérapeutiques intrinsèques. Néanmoins, je pense que pour que l'art soit une thérapie, il faut être accompagné d'un professionnel. Oui, c'est préférable. C'est préférable. Partagé, Sébastien, Stéphanie? Oui, tout à fait. Je dirais que dans le sport, c'est un peu la même chose. On pourrait faire du sport chez soi, tout seul, dans son coin. D'ailleurs, certains le font, hein. C'est pas une critique, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais je dirais que ce qui est important pour moi, c'est quand même de pouvoir le faire c'est un peu je suis né là-dedans, donc dans l'associatif, dans les clubs, le sport, et ça passe par déjà avoir des coachs, des professionnels parce que dans le sport, on peut aussi se blesser. Ça, c'est important d'avoir ce regard-là. Et puis aussi, je l'ai évoqué quand même pas mal de fois sur mon témoignage, c'est aussi le lien social, quoi. C'est rencontrer des gens qui deviennent des amis. Et ça, c'est aussi pour moi les valeurs du sport, ouais, le bien-être physique et social. Ouais. Et qui permettent aussi de se transcender. Oui, on peut voir ça comme ça. Parce qu'on aime bien ce mot, transcender. Oui, je rejoins Magali. En fait, fort heureusement, on peut être créatif et artiste en dehors d'un cadre thérapeutique. Je dirais que la fonction ne sera pas tout à fait la même. Avec un thérapeute, effectivement, qui va être aussi sensible à l'art,
eh bien, on va pouvoir en déceler le sens, en fait. On va pouvoir déceler le sens de ce qui est produit, de ce qui est créé par le patient, et on va pouvoir, en fait, un petit peu plus repérer et identifier les problématiques inconscientes qui animent le patient. Donc, dans un cadre thérapeutique, pour le patient, ça peut lui permettre effectivement d'accéder, de conscientiser, on va dire, certaines problématiques qu'il a besoin de libérer ou de guérir. Et seul l'art permet de se reconnecter à ce que j'aime dire son être véritable, de pouvoir se décharger des émotions, voilà, plutôt que de tuer son patron, autant faire une peinture. Comment ? Et on peut l'offrir à son patron, tout à fait. C'est aussi une possibilité. Donc vraiment, ça permet aussi d'accéder, j'insiste là-dessus, à cet état méditatif, hein, puisqu'on va avoir aussi des sécrétions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des sécrétions au niveau hormonal qui vont nous permettre aussi de nous sentir un peu plus apaisés, un peu plus en paix intérieurement. Et surtout, en fait, pouvoir se servir de ce qui nous anime pour le mettre au service de notre pulsion de vie. Je crois qu'on ne peut pas se faire plus beau cadeau. Donc, je vous invite tous à aller chez Action. Je n'ai pas de part là-bas, promis. Mais si vous y allez, on pourra peut-être s'arranger. Non, en tout cas, pourquoi je vous dis Action ? Parce que vous avez des toiles, vous avez des pinceaux, vous avez de la peinture à des prix qui sont largement accessibles. Et donc, vous pouvez vous amuser, vous pouvez expérimenter. Mais j'ai même envie de vous dire, prenez de la terre, ajoutez de l'eau. Eh bien oui, voilà, je vous ai enlevé les mots de la bouche, madame. Donc voilà, prenez de la terre, de l'eau, prenez des branches, prenez des cailloux, des feuilles, peu importe. Amusez-vous. Je crois que l'art, ce qui permet de rentrer en contact avec l'autre, c'est effectivement de connecter à soi, c'est aussi connecter à son enfant intérieur, donc l'enfant que l'on a été, et c'est permettre de retrouver à son enfant intérieur, de retrouver cet émerveillement qu'il avait quand il était enfant, quand on arrivait à s'émerveiller parce qu'on trouvait un tout petit caillou et que nous, adultes, nous allons dire à l'enfant, oui, c'est juste un caillou, mais l'enfant, lui, s'émerveille de ça. Eh bien, justement, retrouver sa créativité, l'explorer, la mettre au travail, eh bien, ça vous permet un petit peu de retrouver cet émerveillement perdu. Voilà. Et donc, d'accéder à de la joie. Parce que si on peut exprimer des choses un peu lourdes, un peu sombres, l'art peut aussi permettre de réanimer la joie.